Salut tout le monde, pour faire suite à la vidéo unboxing du Midis Ultra où je vous avais présenté finalement ce qu'on avait comme accessoires, la housse de protection fournie, etc. Aujourd'hui on va faire une vidéo consacrée aux performances, à la batterie. Je vais aussi vous parler des différents soucis que j'ai rencontrés du fait d'avoir une version chinoise et pas une version européenne. Pour tout ce qui est photo, je vous garde ça dans une vidéo différente tout simplement pour pas faire une vidéo trop longue. Ça vous permettra d'avoir deux vidéos en fonction de ce que vous voulez voir, une sur les performances, une autre sur la partie photo-vidéo. Pour vous faire patienter, cette semaine, je vais sortir une vidéo entièrement tournée au Midis Ultra sur cette enceinte Bluetooth qu'on m'a envoyée récemment de la marque Divoom. Donc c'est une enceinte rétro, donc ça va être assez sympa pour moi de tester ça. Je vais essayer de la filmer en 8K, HDR10, H265 au niveau du codec. Tout simplement parce que c'est des caractéristiques qui sont présentes sur ce smartphone, qui sont un petit peu différentes de ce qu'on retrouve. Alors j'espère juste que mon ordinateur arrivera à suivre au niveau de l'édition, mais vous pourrez la voir cette semaine pour vous faire patienter en attendant la vidéo définitive sur la partie photo-vidéo. Pour rappel, cette version, c'est la version 8Go, 256Go de stockage. Sur le site Trading Shenzhen où je l'ai acheté, vous avez plusieurs versions disponibles. On va avoir la 8Go 128, la 12Go 256 et la 16 512Go. Donc les prix vont varier entre 747 et 1000 euros. Ici, on est sur une version qui coûte 797 euros actuellement sur leur site. Et pour précision, c'est une version chinoise, donc il n'y a pas de version internationale déjà sortie. On commence par le design du smartphone avec cette version transparente qui laisse voir les composants à l'arrière. En fait, il s'agit d'un plastique qui va venir recouvrir les vrais composants, mais ça vous permet quand même de voir la recharge sans fil et le NFC, donc ce qui est plutôt pratique et évite de chercher quand on veut le poser sur son socle de recharge ou si on utilise le NFC pour payer par exemple. On retrouve aussi les différents capteurs photo de façon assez imposante avec le zoom x120 qu'on verra plus en détail dans une autre vidéo. On retrouve les boutons de volume et power sur la tranche, un haut-parleur dessous et un au-dessus. Malgré le fait de ne pas avoir d'une grille comme sur le dessous, c'est bien un haut-parleur sur le dessus, aussi qu'on testera un peu plus loin dans la vidéo en comparaison avec un Midis. On retrouve aussi un port infrarouge, le port USB-C, les slots pour dual SIM, et on a du Gorilla Glass 6 à l'arrière. Pour les dimensions de ce que j'ai trouvé sur internet, ça correspondait à un téléphone de 163,3 sur 75,4 sur 10 mm et qui pèse à peu près 220 grammes, donc c'est quand même un téléphone qui est assez imposant comme vous pouvez le voir. On passe maintenant à l'écran. Ici on a un écran de 6 pouces 67 AMOLED incurvé avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, du Gorilla Glass 5, de l'HDR10+, une résolution de 1080 sur 2340 et une densité de pixels de 386 ppi. Comme vous le voyez, le capteur d'empreinte est rapide et on a aussi une petite animation autour du doigt à l'utilisation. Le déverrouillage grâce au visage est encore plus rapide comme vous pouvez le voir, c'est quasi instantané. On retrouve ici le super wallpaper avec les anneaux de Saturn. Celui-ci n'est pas présent sur mon Midis en version européenne ou le Redmi 430 Ultra qui eux n'ont que la Terre et Mars pour le moment. Niveau taux de rafraîchissement, on va pouvoir choisir entre 60 et 120 Hz. On n'a pas la possibilité de choisir le 90 Hz sur celui-là. C'est une amélioration comparée au Midis qui lui ne montait que jusqu'à 90 Hz. Autre point d'amélioration, on va maintenant avoir du 10 bits contre du 8 sur le Midis, donc on aura de meilleures couleurs sur l'Ultra. Pour la luminosité, la fiche technique nous donne un nombre de 800 nits et effectivement on ne rencontre pas de soucis à l'utiliser à l'extérieur. On a aussi des options d'anti-flickering qui sont disponibles mais ne fonctionnent seulement qu'en 60 Hz. On voit facilement l'image avec les caméras, on voit que les bandes blanches disparaissent quand on passe sur le mode anti-flickering. Donc je crois que certaines personnes peuvent même les voir à l'œil nu, dans mon cas ce n'est pas le cas, mais c'est bien de savoir que cette option est disponible. Voici en plus le défilement entre les fenêtres en 120 Hz puis en 60 Hz, donc l'ensemble est bien entendu plus fluide en 120 Hz forcément. Les bords ne sont pas trop incurvés non plus au niveau de l'écran, ça permet de rendre le téléphone un petit peu moins imposant au premier coup d'œil. On a aussi une protection d'écran déjà en place qui évite de devoir la mettre soi-même. Voici maintenant un exemple de vidéo sur YouTube avec le smartphone. Ça vous permet aussi d'écouter un petit peu ce que donne la qualité audio. Et je vous mets la même chose avec le Midis pour que vous puissiez comparer un petit peu les deux. Dans mon cas, je trouve que le Midis est mieux au niveau audio. Donc ça sera aussi le cas pour le Midis Pro vu qu'ils sont vraiment très similaires. Sans doute du fait que le haut-parleur sur le Midis Ultra, celui qui est tout en haut, est peut-être un petit peu en dessous de celui qu'on retrouve sur le Midis et le Midis Ultra. Déjà on n'a pas une grille, on a juste un petit poinçon, donc c'est peut-être ça aussi qui fait cet effet là. Safe.
Pour la partie batterie, le téléphone dispose d'une batterie de 4500 mAh, il supporte la recharge 120 watts grâce à son chargeur inclus. Alors j'ai fait le test et je suis passé de 0 à 100% en 26 minutes. Plutôt pas mal, bien entendu, il faudra compter sur le fait d'avoir un chargeur assez imposant avec soi pour en profiter. J'en profite pour vous montrer l'animation de recharge qui va tellement vite. Le smartphone supporte aussi la recharge sans fil de 50 watts et propose même du reverse wireless charging de 10 watts pour recharger un autre téléphone ou des écouteurs Bluetooth par exemple. Donc pour vous donner un moyen de comparaison entre tous les smartphones que je teste, je vais utiliser le test de PCmark pour la partie batterie. Ça va me permettre d'avoir en fait une utilisation continue de la batterie en faisant plusieurs tâches, du surf, de l'édition vidéo, de la navigation, de sorte d'avoir un score qui va être utilisé entre 100% de la batterie jusqu'à 20% de la batterie. Du coup, vous pourrez comparer entre tous les tests de smartphone que je fais. Sur le Mi 10, on arrive à un score de 14h21, donc c'est plutôt bien. J'ai fait une charge 100% juste avant, en laissant le mode 120 Hz et la moitié de la luminosité. Alors là, j'ai pas d'outils qui me permettent de mettre vraiment la luminosité au même niveau sur chacun de mes smartphones. Donc pour l'instant, je mets juste à la moitié, j'essaierai de me trouver un appareil qui me permette de mesurer la luminosité. Pour les performances, le smartphone utilise un Snapdragon 865 et un Adreno 650. On a aussi de la RAM LPDDR5 qui donne de très bons résultats sur les benchmarks. Sur AnTuTu, on va avoir un score de 640 563. C'est le premier sur AnTuTu, d'après le classement qui est affiché. Sur PCmark, on va avoir un score de 12 729. Donc sur PCmark, ça utilise plutôt finalement une utilisation basique, ça teste pas mal de choses différentes, donc c'est aussi intéressant de pouvoir comparer sur ce point-là. Pour le stockage, on a de l'UFS 3.1 qui permet d'avoir sur AnTuTu un score de storage test de 58 292. Je vous affiche aussi les vitesses d'écriture et là, ça va vite aussi quoi. Alors forcément avec un téléphone si puissant et un écran 120 Hz, on a envie de l'utiliser pour les jeux vidéo. Beaucoup des jeux vidéo que j'utilise habituellement n'utilisent que du 60 fps, je pense à PUBG ou Call of Duty Mobile. Donc du coup, j'ai aussi testé sur d'autres jeux comme Arena of Valor, sur aussi le jeu Marvel, j'ai aussi testé Vainglory, tout ça pour pouvoir essayer d'utiliser la fréquence des 120 Hz finalement. Je vous montre en même temps tout ça, en même temps que je vous l'explique. Bien entendu, les jeux tournent très bien, il n'y a pas de problème de chauffe non plus, le téléphone reste autour de 43 degrés. J'ai aussi testé Fortnite, et là aussi ça va très bien, on reste aux 30 fps sans souci. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée aux jeux vidéo où je testerai plein de jeux différents. Si c'est le cas, dites-moi les jeux que vous voulez voir dedans. Si jamais vous connaissez aussi un logiciel qui permette d'afficher les FPS et qui soit fiable, parce que j'en ai testé plusieurs puis c'était pas très fiable ou ça me donnait tout le temps une valeur qui n'était pas correcte. Donc si vous en connaissez qui est plutôt pas mal, même si c'est payant, ça me dérange pas de payer, ça me permet de vous afficher ça dans les futures vidéos. Donc dites-le moi en commentaire aussi, puis ça aidera aussi d'autres personnes à se décider. Niveau connectivité, on va avoir de la 5G bien sûr, du Wi-Fi 6. Malheureusement, je n'ai pas de routeur Wi-Fi 6 pour tester la connectivité. Il faudrait que je m'en prenne un aussi pour que je puisse vous le dire sur les prochains tests de smartphone, comme j'imagine qu'on va recevoir de plus en plus de smartphones avec du Wi-Fi 6. On a du Bluetooth 5.1, on a du GPS dual band, on va avoir du NFC. Je vous montre aussi les infos qui proviennent de DRM Info. Alors comme on le voit sur le Widevine, on va avoir une certification L1, donc ça c'est plutôt cool. Alors on passe au souci que j'ai rencontré du fait d'avoir un smartphone chinois. Donc le premier chose qu'on remarque forcément c'est que le système n'est pas en français. Je sais que normalement on peut installer des ROM différentes pour pouvoir avoir cette option là. Moi ça me pose pas de problème particulier, mais je sais que ça peut freiner certaines personnes de ne pas avoir un téléphone en français. Pour le moment, je ne me suis pas renseigné sur l'ajout des ROM, etc. parce que je voudrais tester déjà le téléphone dans la ROM dans laquelle il est fourni de base. Et je verrai peut-être par la suite pour voir si on peut effectivement ou pas mettre une ROM européenne qui me permettrait d'avoir le français. Un autre petit souci, c'est qu'on a pas mal d'applications préinstallées en chinois qui sont là. On a un truc de VPN, on a des news, etc. Alors ça, c'est pas un très gros problème parce qu'on peut les retirer. Ça prend juste un petit peu de temps de faire le tour et de virer tout ça. Ensuite, quand j'ai reçu le téléphone, j'ai vu que le Play Store était déjà installé par Trading Shenzhen, donc c'était plutôt une bonne chose. Je me suis dit, cool, je vais pouvoir installer toutes mes applications habituelles pour faire mes tests. Malheureusement, je me suis vite rendu compte qu'il y a certaines applications, malgré le fait que par exemple on soit certifié pour Netflix ou Disney, on peut pas les installer directement sur le Play Store. Donc je pense à Netflix, à Disney+, il y a aussi Asphalt 9 que je voulais tester qui n'était pas disponible sur le Play Store. Alors je sais pas à quoi c'est dû exactement, peut-être parce que le téléphone vient de sortir et qu'il ne le détecte pas comme un téléphone compatible, ou est-ce que c'est lié aux services Google qui sont pas complètement bien installés dessus. Je sais pas exactement, mais du coup on peut passer par des APK pour installer ces logiciels. Bien entendu, ça fait des démarches à faire en plus, puis on sait jamais trop si on télécharge un mauvais APK à un mauvais endroit.
pour le faire fonctionner, donc c'est quand même une contrainte supplémentaire qu'on n'aurait pas sur un téléphone standard. Après, le plus gros souci avec un smartphone chinois, hein, pas que sur le Midis Ultra, c'est les bandes 4G. Alors j'ai fait un test, je suis allé en ville, j'avais de la 4G, je suis revenu chez moi, je suis passé en H+. Donc le souci c'est de ne pas avoir les bandes 4G, donc c'est pas une surprise, hein, je le savais très bien en le commandant. Maintenant, en fonction de là où vous habitez, il faut aller voir sur différents sites pour voir les bandes qui sont proposées par les antennes autour de chez vous et de vos opérateurs. Maintenant, de toute façon, quand on part en vacances, dans tous les cas, on va pas forcément aller contrôler toutes les bandes 4G avant d'aller quelque part. Et dans ces cas-là, si on a besoin de faire un partage de connexion, si on a besoin d'aller voir sa série, etc., c'est quand même dommage d'avoir cette contrainte avec un smartphone qui coûte quand même 800 €. Alors en conclusion de cette première partie de test, sans prendre en compte la partie photo-vidéo, je vais vous dire ce que je pense de ce smartphone. Alors on a un super téléphone, l'écran est magnifique, on a un écran 120 Hz, on va avoir la recharge 120 watts qui est super pratique, même s'il faut quand même se trimballer un chargeur assez imposant. On va avoir un processeur aussi très performant qui va nous permettre de jouer à tous les jeux sans souci. Donc finalement on a un petit peu tout ce qu'on recherche sur un smartphone. Le seul contrainte, c'est d'avoir ce problème de bande 4G principalement, et qui fait que malheureusement, je ne peux pas vous recommander d'acheter ce smartphone si vous vivez en France, parce que la bande 4G, vous l'utilisez un petit peu tout le temps, que ce soit pour regarder des séries, pour partager la connexion, etc. Et du coup, avoir un téléphone qui coûte quand même 800 €, qui est très performant, mais de devoir faire des concessions aussi pour installer les APK, pour accéder aux services Google, etc., c'est quand même dommage, et malheureusement, même si le téléphone a l'air super, et il est super visiblement, ça reste quand même très contraignant et je pense qu'on risque d'être frustré par la suite quand on arrive quelque part et que voilà, on n'a pas de 4G, on ne peut pas faire un appel visio correct. Si vous avez besoin de partager votre connexion d'ordinateur, moi ça m'arrive des fois pour envoyer une vidéo en ligne, si ça me prend des heures, ce ne sera pas utile et je serais vraiment déçu d'avoir ce téléphone. Donc moi je ne regrette pas de l'avoir acheté parce que je l'ai acheté vraiment pour vous le présenter, pour faire des tests. Je ne compte pas remplacer mon Midis par ce modèle-là. Maintenant il y a aussi la partie photo que je vais vous présenter qui est aussi une grosse partie de ce téléphone. Donc dans tous les cas je pense que c'est un très bon téléphone, c'est juste dommage qu'il ne soit pas en version internationale. Je sais qu'il y a des pétitions qui sont sorties pour que ça soit le cas, peut-être que Xiaomi voudra entendre ça et fera en sorte de le sortir. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont prévu. En tout cas, je serais content de le voir arriver en version internationale. Et puis toujours de pouvoir l'acheter directement en Chine, pourquoi pas, pour le payer moins cher. Alors comme je vous l'ai dit, il y a toujours la partie photo-vidéo que je vais faire dans une autre vidéo. Ça sera une vidéo un petit peu différente. Je suis en train d'essayer de faire quelque chose d'assez sympa pour que ça soit intéressant aussi pour vous à voir. Il y a forcément la partie zoom x120 qui a été énormément mise en avant. Pour moi, c'est plus un côté marketing. Je pense pas que ça soit utilisable et que ça serve vraiment vu la qualité qu'on a avec. Par contre, il y a pas mal d'autres points qui sont intéressants sur ce smartphone, sur la partie photo-vidéo, que ce soit la 8K, la stabilisation dans le capteur selfie, etc. Donc ça, je vous en parlerai dans l'autre vidéo. J'essaye de vous faire un truc un petit peu différent. Donc j'espère que ça vous plaira et on se voit dans la prochaine vidéo.